Alors ça semble se préciser à gauche. Jean-Luc Mélenchon serait sur le point d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. L'ensemble des parlementaires eurodéputés et maires LFI se réunissent ce dimanche pour la mise en œuvre du début de campagne 2027. Hier, Manon Aubry était interrogée sur France Info. On l'écoute. J'ai un scoop pour vous. Oui, nous sommes prêts. Nous avons un programme de prêt. Nous avons une Moi, je vous parle du candidat, en l'occurrence. De prête, une organisation de prête. Vous avez raison. Il ne nous manque plus que le candidat. C'est pour bientôt. Et c'est pour demain ? C'est pour bientôt. Vous comprendrez bien que mon scoop s'arrête là. Alors c'est un demi-scoop, Brice Sokol, puisqu'on ne sait pas exactement quand Jean-Luc Mélenchon présentera sa candidature, mais ça semble un secret de polichinelle, en tout cas une 4e candidature pour le leader insoumis. Oui, c'est quasi une certitude. Jean-Luc Mélenchon était déjà candidat, on sait très bien, en 2022. Il lui a manqué à peu près 420 000 voix pour être au second tour de l'élection présidentielle. On a vu que le LFI avait décidé vraiment de ne sauter aucune élection pendant ce quinquennat. Ils ont été extrêmement présents lors des élections européennes. L'alliance des gauches s'est faite autour d'eux aux élections législatives en 2022 et 2024. Pour la première fois de leur histoire, de leur jeune histoire politique, ils n'ont pas fait l'impasse sur les élections municipales, puisqu'ils ont gagné un peu un des récits de ces élections municipales, avec des victoires symboliques. On l'a vu notamment avec la victoire à Saint-Denis, la victoire à Roubaix et dans d'autres villes. Et on voit bien aujourd'hui que toute la gauche, ou les gauches en France, se positionnent par rapport à LFI, par rapport à Jean-Luc Mélenchon. L'avantage aujourd'hui des LFI, c'est qu'ils ont un récit. Ils ont un imaginaire, ils ont un programme, la Nouvelle France, une nouvelle société. On aime ou on n'aime pas, mais ils l'ont. Ils l'ont travaillé depuis 5 ans. Et puis, ils ont un récit qui est incarné à travers une personnalité que certains disent trop radicale ou trop clivante, qui est Jean-Luc Mélenchon. Donc, l'avantage qu'ils ont sur leurs autres partenaires de la gauche, c'est qu'ils ont un récit, un programme et un programme incarné par un candidat. On voit bien en tout cas que si cette candidature se confirme dans les heures, dans les jours qui viennent, parce qu'il y a plusieurs réunions jusqu'au mois de juin qui sont prévues pour réunir l'ensemble des insoumis pour une éventuelle candidature 4e de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, il essaye de prendre de court un peu le reste de la gauche qui est un peu empêtrée, primaire, pas primaire. On voit bien qu'ils sont un peu explosés façon puzzle c'est sûr qu'il y a le camp. Que Jean-Luc Mélenchon ait une longueur d'avance sur le reste de la gauche, tout comme pratiquement pareil, mais le Rassemblement national a aussi un avantage par rapport au champ politique de droite, même si on n'est pas encore sûr du candidat cette fois-ci. Mais voilà, Jean-Luc Mélenchon, ça pourrait être le seul et l'unique candidat qui a déjà été candidat pour 2027, si François Hollande n'est pas candidat. L'immense avantage aussi de Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit, c'est que c'est lui qui préhente le débat. Donc on se retrouve avec, à gauche, on n'est pas encore d'accord ni sur la primaire, ni sur un socle programmatique, qui pourrait d'ailleurs définir une primaire. On sait qu'à la Bellevilloise, ceux qui sont favorables à une primaire se réuniront mardi, mais c'est peut-être un requiem et plutôt qu'un lancement, parce que pour le moment, il n'y a vraiment aucun accord ni sur le périmètre, ni sur qui va être candidat. Et finalement, ça peut être aussi un avantage pour ceux qui défendent la primaire, parce que plus il y aura de candidats, plus à un moment donné, il va falloir quand même trouver un moyen d'être départagé. En tout cas, il y aura au moins... Sur la social-démocratie aussi, il y a de plus en plus de candidats. Donc même sur ce terrain-là, vous avez une gauche radicale qui va être parfaitement incarnée et parfaitement en ordre de marche. Et puis, vous allez avoir une gauche écologiste plutôt proche de Jean-Luc Mélenchon, et puis aussi une gauche social-démocrate. Puis alors là, il y a encore plus de candidats. Il y a François Hollande, il y a Bernard Cazeneuve, il y a Raphaël Glucksmann, peut-être même Manuel Valls, on ne sait pas. Donc oui. Manuel Valls, tiens. Il a indiqué, je crois, cette semaine qu'il attendait de voir ce qui se passait à l'automne. Marine Tondelier a aussi pris la parole ces dernières heures justement sur une éventuelle candidature de Jean-Luc Mélenchon, alors qu'elle défend le processus d'une primaire. On l'écoute. Il se trouve que Mélenchon annonce sa candidature à la présidentielle ce week-end, a décidé, comme on savait qu'il ferait, de partir tout seul, va essayer d'écraser tout le monde, de brutaliser le débat, de faire en sorte qu'il n'y ait que lui qui existe par des outrances. On a déjà la suite du film. Écoutez, moi j'en prends acte. Sa décision, elle est prise, elle est irrévocable. Et Jean-Luc Mélenchon n'entend l'union que derrière lui. Lui, il fait une candidature d'unité derrière lui.
Bélig Nabli, vous êtes en visio avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en droit public. Vous venez d'entendre Marine Tondelier. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon, bon, alors selon elle, serait sur le point de se lancer même dès ce week-end. En tout cas, il y a volonté de tuer le match à gauche de la part de Jean-Luc Mélenchon en se déclarant et en tuant une éventuelle primaire dans l'œuf. Oui, c'est ça. Il y a une véritable volonté d'imposer son leadership. Le leadership de LFI en tant qu'organisation partisane et le leadership de la personne même de Jean-Luc Mélenchon. Et cette stratégie, elle a à la fois un avantage et un certain nombre de défauts. Elle a un avantage dans la mesure où ça permet à Jean-Luc Mélenchon d'occuper un vide, dans la mesure où ailleurs à gauche, cette question du leadership au sein des différents partis n'est pas tranchée, du Parti socialiste jusqu'aux écologistes. Donc il y a un vrai contraste entre cette faculté de LFI à pouvoir être incarnée une fois pour toutes et la difficulté au sein des autres partis de gauche à pouvoir trancher cette question de l'incarnation. Mais en même temps, LFI n'a pas été capable d'imposer son leadership aux autres partis de gauche. Il y a un vrai refus, voire un rejet. Et il faut aussi prendre acte de cette incapacité de LFI et de Jean-Luc Mélenchon de pouvoir finalement imposer à la fois leur volonté et leur leadership. Alors, ils le savent bien, mais d'une certaine manière, ils souhaitent outrepasser ce refus en prenant d'une certaine manière les électeurs de gauche à témoin, en mettant en avant précisément les qualités qui ont été rappelées, à savoir l'existence d'un programme déjà structuré, travaillé, l'existence d'une incarnation effectivement connue et reconnue par ses électeurs, par une partie de ces électeurs de gauche. Donc voilà, on est dans cette situation-là qui souligne à la fois capacité de LFI et en même temps les limites de cette capacité de LFI à imposer son leadership à gauche. Alors, on va voir si on partage votre opinion sur le plateau. Brice Sokol, il n'y a pas de leadership de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas d'hégémonie des Insoumis à gauche pour vous ? Pour moi, si. Pour moi, celui qui a gagné le récit jusqu'à présent de la gauche depuis les dernières élections présidentielles, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va dire oui, mais ça ne s'est pas toujours traduit dans les urnes. En effet, au premier tour des municipales, LFI, c'était 420 000 voix. Le Parti socialiste, c'était 5 millions de voix. Néanmoins, le récit médiatique, le récit, et puis on voit bien les électeurs de gauche qui ont voté LFI. On a bien analysé, que ce soit dans les quartiers populaires, que ce soit dans les métropoles, que ce soit dans des villes comme Roubaix. On voit bien que ce sont des gens qui sont beaucoup des jeunes qui ont voté. Ce sont des gens qui sont plutôt socialement déclassés. Ce sont des gens qui sont issus parfois de l'immigration. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il est en train de prendre, LFI est en train de prendre la place. Il ne faut pas enfermer LFI uniquement dans un vote. Voilà, ce sont des gens issus de l'immigration qui votent LFI. C'est pas vrai. Ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que, vous savez, avant, vous aviez un parti communiste qui défendait la lutte des classes. Vous aviez un parti socialiste qui était très sensible aux ouvriers aussi, aux travailleurs. Aujourd'hui, toute cette classe populaire, aujourd'hui, une partie de cette classe populaire, notamment dans les métropoles et dans les banlieues populaires, elle vote LFI. Elle ne vote plus socialiste et elle ne vote de moins en moins communiste. Donc on voit bien que même sur le plan programmatique, LFI est en train de gagner des parts de marché sur ses partenaires à gauche. Et pour autant, Simon Barbarie, est-ce que LFI est en capacité éventuellement de remporter une présidentielle, d'élargir véritablement son socle au-delà de cette radicalité à gauche ? Si on parle d'hégémonie, justement, si on rappelle les élus locaux, c'est pas le parti qui a le plus d'élus locaux. Par contre, c'est un parti qui a beaucoup de députés, qui n'a pas de sénateurs, mais qui a fait le plus de voix aux dernières présidentielles. Qui aura peut-être des sénateurs, non ? Après les municipales ? C'est pas certain. Il y en aura peut-être dans le Rhône, aussi vers Toulouse, mais alors c'est vrai que là où les filles a gagné des villes, c'est plutôt en Île-de-France, et ces départements-là ne seront renouvelés qu'en 2029. Donc en 2029, il y en aura, ça c'est sûr. En 2026, donc
peut-être quelques-uns s'il y a des accords avec voilà, notamment mais pas forcément un les groupe écologistes. insoumis. Mais il y a des accords en ce moment qui sont en train de se négocier avec les écologistes puisqu'ils sont assez plutôt proches. Oui, donc je disais, en termes de millions de voix, l'enjeu au-delà de l'hégémonie, c'est plutôt le vote utile. À gauche, ce serait plutôt ça que Jean-Luc Mélenchon tente d'instaurer. Plutôt que de rallier, c'est pas vraiment son intérêt à ce que le socialiste le soutienne. C'est quand même une gauche de rupture. Donc c'est plutôt auprès des Français d'incarner le vote utile à gauche. Une promesse de changement et une forme de radicalité qui est demandée par certains électeurs. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on analyse un peu les dernières élections législatives et municipales, vous voyez bien que la difficulté pour les autres partis de gauche, c'est leur électorat. Vous voyez le Parti socialiste, il y a deux lignes au Parti socialiste. Il y a ceux qui sont favorables à une alliance avec LFI. On l'a vu aux législatives, on l'a vu aux municipales. Ceux qui veulent rester sur une gauche social-démocrate. On le voit aussi chez les Verts. Une partie des Verts serait tenté par voter dès le premier tour pour des raisons utiles Jean-Luc Mélenchon. Et on le voit également au Parti communiste. Il y a un congrès du Parti communiste, je crois, au mois de juillet qui va arriver, avec peut-être deux lignes. Ceux qui vont souhaiter un accord dès le premier tour avec LFI et ceux qui vont prôner une candidature d'un candidat communiste. Donc, celle de Fabien Roussel. De Fabien Roussel en particulier. Donc on voit bien toute la difficulté de ces partis de gauche, dont une partie de leur électorat déjà est dans une dynamique de premier tour plutôt favorable à Jean-Luc Mélenchon, dans un souci, vous avez raison, de vote utile également. Programmatique, mais aussi de vote utile. On avait reproché à Fabien Roussel d'être candidat la dernière fois et leur fait perdre les quelques milliers de voix, centaines de milliers de voix. Qui aurait pu permettre à Jean-Luc Mélenchon d'être au deuxième tour. Bélig Nabli nous le disait, mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, s'il y a cette quatrième candidature, en tout cas, ils sont prêts. En fait, le programme, le discours, tout est bien rodé aujourd'hui. Et oui, et c'est là où on voit un contraste assez fort avec le reste de la gauche qui n'arrive vraiment pas à s'entendre. Je crois qu'on est au printemps, donc les candidatures bourgeonnes, mais il va falloir quand même élaguer à l'automne. Hein. Et je pense que les primaires ne sont pas forcément évacuées à l'heure où on parle, puisque plus il y aura de candidatures, plus il va y avoir une nécessité de les départager. On sait que les sondages ne peuvent pas être une solution vraiment prometteuse, puisqu'on se souvient que Anne Hidalgo, un an avant l'élection, faisait des 10% dans les sondages. Elle a fini à moins de 3. Donc, il va falloir à un moment donné trouver une solution. Même 1,75. Oui, 1,75. Enfin, trouver une solution au moins au début de l'année 2027 pour avoir au moins, on va dire, 2 candidatures à gauche en plus de Jean-Luc Mélenchon, une social-démocrate. Et on voit même que Raphaël Glucksmann, qui était contre une primaire, dans son camp, on commence à dire oui, mais alors comme il n'a pas encore tué le match et qu'il n'est plus tellement le seul sur cette ligne-là, où on a François Hollande, comme je disais, Bernard Cazeneuve, même maintenant. Donc il y aura ça. Et puis il y a aussi une candidature plus la gauche du PS aussi, peut-être, qui pourrait aussi émerger. On va écouter Sandrine Rousseau, qui est députée écologiste et qui était ce matin l'invitée du 8h30 France Info. Elle regrette justement qu'il n'y ait pas cette union des gauches. Enfin, je regrette qu'il n'y ait pas cette union des gauches et je pense que là, sur la table, il y a deux options possibles. Soit une primaire extrêmement ouverte, sans candidat, qui permettrait vraiment de réouvrir de faveur que les autres. Mais surtout, aujourd'hui, s'il y a deux gauches qui ne veulent pas se réconcilier, alors que ce serait possible, je le dis. Enfin, je pense vraiment que cette espèce de dramaturgie de la gauche nous conduit dans le mur. Mais bon, imaginons qu'il y ait deux gauches qui ne veulent pas se réconcilier. Je pense qu'il y aurait un impératif politique très important dans le moment à créer les conditions d'un rassemblement de second tour, par exemple. Bélig Nabli, on vous retrouve en visio. Ces deux gauches irréconciliables, elles existent, elles perdurent et on devrait les retrouver finalement à la présidentielle avec un Jean-Luc Mélenchon qui a toujours dit que les Insoumis ne devaient pas passer par une primaire et puis cette volonté de primaire pour les autres, même si elle n'est pas certaine non plus. Oui, c'est ce qui me permet de clarifier peut-être mon propos liminaire, dans la mesure où je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'hégémonie ou de dynamique favorable à LFI au sein de la gauche. J'ai précisé qu'en fait, ce leadership n'était pas accepté par les autres acteurs de la gauche. Alors, ce qui peut très bien être compréhensible, mais le problème, effectivement, c'est que LFI n'arrive pas à incarner cette union des gauches, d'abord parce que les autres partis n'acceptent pas ce leadership, il y a une position de principe affirmée par les uns et les autres, et deuxièmement, il y a effectivement quand même des courants, j'allais dire presque idéologiques, au sein même du bloc de gauche, qui se distinguent, voire s'affrontent aujourd'hui, et cultivent même leur autonomie, leur distinction pour justifier précisément
à la fois la spécificité de chacun des partis, qu'il s'agisse du Parti socialiste, des écologistes et autres. Donc, il y a quand même une volonté d'exister en tant que structure politique autonome et singulière du point de vue programmatique. Le problème, c'est qu'LFI est le seul à pouvoir incarner cette singularité parce que le travail programmatique est fait, est réalisé. Les autres en sont encore pratiquement à des postures, à des slogans, notamment lorsque du côté des sociodémocrates, de François Hollande jusqu'à Raphaël Glucksmann, on met en avant le label social-démocrate précisément, mais on ne sait pas en quoi il consiste véritablement aujourd'hui. Pire, j'allais dire, il y a le spectre de cette accusation en trahison, dans la mesure où précisément ceux qui ont à gauche essayent d'incarner la social-démocratie ont joué un jeu dangereux avec les macronistes qui a abouti à pouvoir faire survivre le gouvernement Le Cornu, ce qui peut être une bonne chose du point de vue de la stabilité politique et institutionnelle, mais qui revêt un coût politique du point de vue notamment de l'électorat de gauche. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a un contraste. Il y a un contraste entre précisément cette fragmentation à gauche et cette incapacité à nouer une union, une dynamique d'union du moins, et de l'autre, la volonté de son électorat, de l'électorat de gauche, de pouvoir compter sur cette possibilité d'une union à gauche. Et ce contraste nourrit également le phénomène plus large de défiance démocratique de nos concitoyens qui constatent d'une certaine manière un décalage entre leur désir, leur volonté, et de l'autre, la capacité de leurs représentants à pouvoir traduire en acte cette volonté, ici, d'union. Oui, union difficile, hein, Brice Sokol, on le voit bien. Vous croyez à cette primaire qui est programmée encore pour le mois d'octobre à gauche ? Écoutez, ça paraît aujourd'hui difficile, mais en même temps, il y a tellement de candidats désignés ou autodésignés dans l'espace social-démocrate et chez les Verts et M. Ruffin et à gauche que pourquoi pas, il va falloir choisir. Alors, est-ce que les sondages vont choisir ? Est-ce que, comme le dit M. Glucksmann, c'est la dynamique de campagne qui va être différenciante ? Il faudra à un moment trancher. Parce que si vous avez 2 ou 3 candidats socialistes qui vont se concurrencer au premier tour de l'élection présidentielle, c'est la mort assurée. Donc, il va falloir à un moment que le darwinisme organisé ou non organisé fasse son œuvre. Donc primaire ou sondage, il va falloir que... Pour revenir sur ce que disait... on éclaircisse la situation. Monsieur, il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le choix des électeurs socialistes, c'est... est-ce qu'il faut une rupture ou pas de rupture ? C'est-à-dire qu'on a eu la NUPES, on a eu le nouveau Front populaire, où la gauche s'est unie pour avoir un maximum de parlementaires aux dernières élections législatives, en 2022 et en 2024. Et puis, on a eu une rupture. Le Parti socialiste, pour des raisons de stabilité, comme vous le soulignez, stabilité politique, a décidé de trouver des accords avec le gouvernement actuel. Ça a été l'accord sur la réforme des retraites, notamment. Ça a été des avancées sur le budget qu'a obtenu le Parti socialiste. Ça, c'est indéniable. Mais l'électeur de gauche se dit, mais voilà, est-ce que moi, je veux un Parti socialiste de rupture, un Parti socialiste dans l'opposition, ou est-ce que je veux un Parti socialiste responsable de gouvernement ? Toute la question, elle est là aujourd'hui. Et moi, j'ai le sentiment qu'une partie des électeurs de gauche, mais comme une partie des électeurs de droite aujourd'hui, sont tombés dans une radicalité et dans une rupture. C'est-à-dire que radicalité et rupture vis-à-vis du macronisme que l'on vit depuis une dizaine d'années, à la fois à droite, à la fois à gauche. Et j'ai le sentiment que ce clivage droite-gauche est en train de se recréer. On l'a vu encore aux élections municipales. Et il pourrait de nouveau s'inscrire dans les élections présidentielles dans le cadre de 2 radicalités, 2 récits, portés aujourd'hui par ceux qui sont en dynamique, c'est-à-dire LFI d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Et on voit bien la difficulté qu'ont les partis de gouvernement traditionnels, même s'ils ont gagné les élections municipales, les Républicains comme le Parti socialiste, qui reste
les forces majeures de ces élections municipales ont du mal à émerger dans le débat présidentiel parce que c'est un débat de rupture et de radicalité. Et c'est ce qu'essaye quand même de faire Simon Barbarie, le Parti socialiste, parce que le projet qui a été présenté, rédigé par Chloé Ridel, il est quand même très proche de celui de la NUPES, du Nouveau Front Populaire. C'est un budget clairement à gauche. Oui, avec un SMIC rehaussé, taxe Zuckman. Mais je rebondis sur ce que vous disiez. Il y a quand même aussi une autre voix pour les partisans d'une gauche responsable, de gouvernement, qui a apprécié de voir le Parti socialiste travailler main dans la main avec Sébastien Lecornu. C'est une idée qui a été évoquée par Hervé Marseille, sur Public Sénat cette semaine d'ailleurs, proposer une union des sociodémocrates avec des gens du centre et de la droite. Il a même profiter pour dire que Bernard Cazeneuve était quelqu'un de très bien. Donc, alors, est-ce qu'on peut avoir dans ces 3 blocs de Cazeneuve à Édouard Philippe d'être... Alors, du côté d'Édouard Philippe, on les a interrogés. Alors, on parle d'idées communes qui pourraient... Parce qu'on pense quand même aux législatives après la présidentielle. Parce que si jamais Édouard Philippe était gagnant face à un représentant du Rassemblement national, il faudrait, pour pouvoir gouverner, avoir une majorité. Donc, c'est pas mal avant de pouvoir s'accorder sur des idées communes, un socle programmatique avec d'autres formations plus larges que celles d'Horizon. Donc ça, c'est une idée qui a été évoquée aussi cette semaine sur les 3 blocs, et on parle de responsabilité. Est-ce que justement, on parle dans une configuration où un représentant du RN sera au second tour, est-ce que c'est à ce moment-là que les choses peuvent se décanter? Est-ce qu'on va avoir un deuxième bloc, on va dire, qui va émerger, allant du centre droit aux sociodémocrates, et puis laissons la gauche de rupture à Jean-Luc Mélenchon? Il y a aussi cette format qui va apparaître. Bélig Nabli, je ne sais pas si vous partagez ce qui a été dit, mais sur le fait que effectivement les électeurs pourraient préférer la radicalité d'un Jean-Luc Mélenchon à gauche. Est-ce qu'il incarne mieux peut-être le bloc populaire ? Alors, c'est l'une des qualités, en tout cas avancées du côté de LFI, c'est cette capacité à avoir pu renouer avec un électorat populaire qui avait abandonné notamment le parti de gouvernement que représente le PS au sein de la gauche traditionnellement. Et cette faculté-là, d'une certaine manière, effectivement, c'est quelque chose que met en avant aujourd'hui LFI pour démontrer à la fois sa dynamique et l'incapacité des autres à gauche à pouvoir renouer avec un socle populaire ou une Suisse populaire. Deuxième avantage, c'est que c'est ce qui légitime leur discours hégémonique d'une certaine manière, c'est cette faculté à faire vivre également le débat politique, je dirais même le débat d'idées, en mettant en avant soit des propositions transgressives, soit en mettant en avant des idées relativement nouvelles, incarnées aujourd'hui par cette idée de Nouvelle France, qui est une manière de proposer une vision de la France, de sa société, et ça traduit un travail de fond que les autres structures partisanes ne réussissent pas à réaliser, et ce qui explique en grande partie leur problème programmatique, leur difficulté programmatique, c'est-à-dire à mettre en avant à la fois soit des propositions, soit des idées. Alors, ils sont quand même conscients de ce déficit et de ce contraste, et ce qui explique notamment l'offensive politique et médiatique de cette semaine d'un Vallaud Belkacem qui a mis en avant cette idée de démarchandisation. Et il a raison d'essayer précisément de cultiver le débat à gauche à travers un débat d'idées, parce que précisément, c'est sur ce terrain que LFI s'est effectivement imposé. Brice Sokol, le concept de Nouvelle-France, il a imprimé, j'ai envie de dire, auprès des électeurs de gauche, dans la société. Moi, j'ai le sentiment qu'il a imprimé, mais comme... Avant, Jean-Luc Mélenchon parlait de créolisation. Oui, mais ça... Il a fait évoluer son discours. On parle de Nouvelle-France. On voit bien que tous les grands thèmes qui ont été abordés sous ce quinquennat sont des thèmes de justice sociale. Vous voyez, quand on parlait par la gauche, quand on parle de la taxe Tobin, quand on parle de taxer les surprofits,
quand Tax Zuckman, quand on essaie de valoriser, voilà, c'est une classe sociale qui souffre. Quand on dit, voilà, il y a la France des banlieues populaires qui est en difficulté, qui est une réalité. Et puis il y a une succession de France qui sont aussi en difficulté. Tout ça est incarné en partie par, je le redis, ces deux partis que sont LFI à travers cette nouvelle France. Mais lui, il est peut-être dans ce programme, dans un programme un peu de rupture. C'est-à-dire qu'il oppose parfois, on l'a vu dans certains discours, cette nouvelle France à parfois la France rurale, la France périurbaine. Alors qu'une campagne présidentielle, c'est associer justement toutes ces Frances et non pas opposer ces Frances-là. Et on voit bien que de l'autre côté de l'échiquier politique, vous avez ce que moi j'appelle, à travers le Rassemblement national, cette identité et cette France éternelle, comme si l'identité n'évoluait pas dans le temps. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, pour une partie de notre électorat, ils perçoivent ces deux messages-là. D'un côté, cette France, je caricature un peu, cette France éternelle, cette identité éternelle, et de l'autre côté, cette nouvelle France et cette nouvelle société plurielle. Et au milieu, toute la difficulté, notamment des sociodémocrates, c'est de trouver une voie de passage qui ne soit un peu différenciante, mais toute la difficulté, elle est là, parce qu'aujourd'hui, qui incarne la taxe sur les différentes, les super profits, même si la réforme des retraites avait été portée par le Parti socialiste, aujourd'hui, qui en tire profit, c'est LFI. Pourtant, c'est pas le Parti socialiste. La taxe sur les super profits est aussi défendue par les centristes au Sénat. Par les centristes au Sénat. Au départ, c'est une idée modem. C'est vrai que une idée modem. défendue par Jean-Paul Mattei. Bien sûr, mais on voit bien qu'aujourd'hui, le parti qui a récupéré et qui incarne cette France qui souffre, cette France non marchande, cette France un peu de la diversité, c'est LFI. Avec le Parti socialiste, Boris Vallaud, justement, et sa démarchandisation, son dernier livre, qui court Absolument. un peu derrière le... Absolument. Mais qui est déjà incarné par LFI. On voit bien se dessiner ces deux radicalités, mais est-ce que ça peut être une réalité à l'élection présidentielle, un Jean-Luc Mélenchon contre une Marine Le Pen ou un Jordan Bardella? Alors, Marine Le Pen semble dire qu'elle préférerait, elle, que ce soit face à Édouard Philippe, une victoire du Rassemblement national pour que ce soit une vraie victoire d'adhésion, parce que c'est vrai que si la configuration se dessinait, il y aurait peut-être derrière beaucoup d'électeurs qui se sentiraient orphelins de ce choix, puisque vu l'éparpillement des candidatures, et puis qui pourraient poser des problèmes de gouvernance pour le Rassemblement national. Et d'ailleurs, c'est ce que met en avant comme argument le Rassemblement national, c'est de dire, si nous on est élus, on sera en capacité d'avoir une majorité. Alors, on peut imaginer qu'il y aura des accords avec certains autres partis, peut-être, pourquoi pas, je sais pas, Bruno Retailleau et LR, ou l'UDR, ça c'est sûr, et l'UDR d'Éric Ciotti. Ouais. Mais oui, voilà, c'est une configuration qui ne... normalement, il est communément admis que Jean-Luc Mélenchon ferait figure de repoussoir pour l'électeur de gauche modéré. Encore faut-il savoir comment va se dérouler la campagne et si Jean-Luc Mélenchon est quand même capable de créer à un moment donné l'adhésion. On sait qu'il est très bon en campagne électorale, on sait qu'il peut adoucir quand même son discours entre les deux tours de la présidentielle, que c'est quand même là, en l'occurrence, ce sera le spécialiste des campagnes présidentielles s'il se déclare dans les prochaines heures par rapport à tous les autres candidats. Alors, sauf si Marine Le Pen. Là, il serait à égalité. Si les deux seraient son candidat, on aurait deux fois quatre candidatures. Bélig Nabli, vous êtes toujours avec nous en visio. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, il veut vraiment le pouvoir ou est-ce qu'il espère le récupérer par une forme de chaos que provoquerait le Rassemblement national s'il accédait aux responsabilités ? Alors, c'est une vraie question qu'il doit se poser, à savoir cette capacité à pouvoir incarner une alternative au RN. Je veux dire par là que si Jean-Luc Mélenchon ne bénéficie pas cette fois-ci d'une dynamique, à la fois d'abord sondagière, qui avait été constatée lors des précédentes élections présidentielles, puis électorales, s'il n'arrivait pas donc à créer cette dynamique dont il a besoin pour faire la démonstration définitive de son leadership à gauche, le spectre, il sera confronté également à cet argument suivant lequel, finalement, certes, LFI et lui-même écrase le match à gauche, mais il ne représente pas une alternative viable possible au second tour face au RN, quelle que soit l'incarnation du RN, Bardella ou Marine Le Pen. Et cette impasse-là représentera, à mon avis, un argument électoral contre LFI
au sein même de la gauche et qui pèsera dans l'état d'esprit, je pense, d'un certain nombre d'électeurs de gauche, soit en faveur d'un autre candidat à gauche, qui devait être mieux placé ou dans la perspective d'un second tour, soit peut-être même à travers la figure d'un Dominique de Villepin notamment, parce que celui-ci précisément a cet avantage de pouvoir à la fois ne pas être rejeté par l'électorat de gauche, loin s'en faut, et de bénéficier d'une forme de dynamique à l'égard de l'opinion publique constatée ces dernières semaines. Et s'il devait représenter un choix gagnant dans la perspective de second tour face au RN, eh bien, le visage même, la voix même de Dominique de Villepin pourrait peser dans l'équation politique et électorale à gauche. Bélig Nabli, merci pour cette transition. On va parler de Robert Bourgi, qui est dans le Parisien ce matin.